Europe Soir. Et sur Europe 1, c'est maintenant le face-à-face, le débat d'Europe Soir, Isabelle Millet. Face-à-face, Ombline, entre David Doucan du service politique d'Europe 1 et Nicolas Béthoud de l'Opinion. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. J-20 avant le premier tour de la présidentielle et c'est une semaine cruciale qui s'annonce pour tous les candidats. Pourquoi ? Parce que demain soir, il y a le premier débat qui va tous les réunir. Cette fois, ils seront tous ensemble. Et puis, plus l'échéance arrive, plus l'enjeu est important. Et c'est une semaine capitale en particulier pour Emmanuel Macron qui se livre dans un long entretien ce soir au journal Le Monde. On en a parlé un peu dans le journal avec un ton très incisif qu'on lui connaît assez peu. Le favori dès le sondage, tout le monde le donne en tête du premier tour. Est-ce que ça veut dire qu'il a déjà gagné, Nicolas Béthoud ? Non. Est-ce que Emmanuel Macron peut perdre ? Oui, bien sûr, il peut perdre. Et si on pose la question différemment, est-ce qu'il est sûr de gagner ? Évidemment, la réponse est non. Non, parce qu'il y a un certain nombre de doutes qui pèsent sur lui. D'abord, qu'est-ce qui peut le faire perdre ? D'abord, l'effet que j'appelle Emmanuel Hollande, en reprenant le gimmick qui a été lancé par François Fillon. Et c'est vrai que dans l'interview au Monde que vous citiez à l'instant, il tape très fort sur François Hollande, pour la première fois aussi fort en tout cas. Il montre de nombreux désaccords, il parle de ce qu'a été l'échec du président normal. Il dit « je ne serai pas un président normal ». Je serai un président engagé et différent du président de l'anecdote et un président qui décide et qui décide vite. Donc tout ça est par effet miroir, par contrepoint à ce qu'a été François Hollande. Parallèlement, il peut souffrir de l'effet PS, l'effet Emmanuel Hollande, l'effet PS. Et évidemment, il gère avec parcimonie les ralliements en disant par exemple qu'Emmanuel Valls qui vient le rejoindre, ça n'est qu'un homme et une voix. Et il en profite pour dire, toujours dans cette interview, que le PS peut mourir et qu'au fond, ça ne pose absolument aucun problème. Ce qui peut le faire perdre aussi, c'est des doutes sur son programme. Alors ça, c'est vraiment peut-être ce qui monte le plus et ce qui apparaît le plus dans cette interview, encore une fois, c'est que le programme reste assez flou, assez général. Il a d'ailleurs beaucoup édulcoré ses positions depuis un an, lorsqu'il était beaucoup plus agressif, beaucoup plus incisif sur les totems de la gauche. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus conventionnel et arrondi. Il se donne d'ailleurs 10 ans pour réformer, ce qui peut créer un doute chez beaucoup de gens qui se disent que la France doit être réformée. Et puis enfin, des doutes sur sa personne quand même, parce que, par exemple, il envoie promener assez nettement et presque avec énervement toutes les questions sur son patrimoine, sur la manière qu'il a eu de dépenser de nombreuses centaines de milliers d'euros en plusieurs années, ou en très peu d'années en tout cas. Il goûte assez peu la contradiction, manifestement, ce qui donne le sentiment de quelqu'un qui est habitué au succès qu'il a lui-même construit, ses succès, mais qui n'aime pas beaucoup qu'on remette en question tout ça. Ça, c'est ce qui peut le faire échouer au premier tour. On peut voir après le deuxième tour et le troisième tour que seraient les législatives. On va rester sur le premier tour. David Doucan, vous êtes d'accord avec ce que dit Nicolas Béthoud ? Je suis d'accord pour dire que, bien sûr, rien n'est fait à cette heure. Il y a 40% d'électeurs indécis aujourd'hui. Donc, ne retombons pas dans les erreurs que nous avons pu commettre par le passé. Je suis donc entièrement d'accord avec Nicolas sur ce point. Évidemment, tout est encore possible. Emmanuel Macron peut voir son socle se dégonfler. François Fillon peut-être même à l'image du club de Barcelone effectuer une remontada et se qualifier pour le second tour. Donc tout est effectivement possible. Sur les raisons qui pourraient faire perdre Emmanuel Macron, et en lien avec cette interview qui est effectivement très intéressante dans le Monde. Nicolas, vous pointiez des problèmes de programme, de flou, etc. Dans cette interview, vous l'avez remarqué sûrement, Emmanuel Macron, en réalité, répond à son point faible principal, c'est-à-dire qu'il montre qu'il a de la poigne. C'est un point sur lequel il est attendu. On le voit très jeune, voire juvénile pour certains, pour toute une frange de l'électorat. Cela génère de l'inquiétude. Et donc, dans cette interview, il lâche les coups. Il lâche les coups contre Benoît Hamon. Il lâche les coups contre François Fillon. Il lâche les coups avec beaucoup de dureté contre François Hollande. En gros, il nous dit « Moi, François Hollande, je ne le connais pas ». C'est vrai que c'est l'argument en ce moment, c'est de dire voilà, c'est la continuation d'un quinquennat horribilis qui était celui de François Hollande. Alors Emmanuel Macron, il dit moi j'ai perdu son numéro de téléphone, je ne sais plus qui c'est, François qui. Il y va à fond. Et lorsqu'il dit moi je serai un président, je ne serai pas un président normal. Et donc c'est là la dureté. Et donc je ne serai pas un président de l'anecdote. Ça veut dire, c'est le retour du jupitérien. Peut-être que j'ai l'air jeune, mais avec moi, vous allez avoir un vrai leader à l'Élysée. Nicolas Béthoud ? Alors, il y a un argument dans tout ça. Tout ça est un peu de la posture. Et d'ailleurs, cette manière d'être dur devient de l'énervement quand on le questionne un peu plus sur son patrimoine. Il joue l'énervement, justement pour montrer. Il crée lui-même la tension et la confrontation avec les journalistes du Monde. En tout cas, un point qui me paraît, moi, hautement contestable dans son argumentaire. Il dit, on me dit à la fois que je suis un traître,
et que je suis l'héritier. Mais on peut très bien être le Brutus qui a poignardé François Hollande, donc la personne de François Hollande, sa gouvernance, et continuer son programme. C'est Et donc, le tour de force. C'est très exactement ce qui va se produire. Normalement, si la droite n'est pas trop maladroite, elle dira, mais bien sûr, vous tuez le personnage, ce Hollande dont personne ne veut plus, ni nous la droite, ni vous-même, mais vous continuez le programme. Est-ce que vous diriez l'un et l'autre que c'est Emmanuel Macron qui a le plus à perdre dans le débat télévisé de demain? Oui et non. Il fera l'objet de toutes les attaques, c'est certain. On l'a vu dans le débat de TF1, il a réussi à retourner cette situation en sa faveur, puisque finalement, c'est dans les ripostes qu'il a été le meilleur, lorsqu'il a finalement un petit peu fait taire Marine Le Pen en lui disant « je n'ai pas besoin d'un ventriloque ». Ce sont des moments comme ça qu'on a retenus. Il est assez bon dans cet exercice qui consiste finalement à être vif et rapide dans la riposte. Attention à ne pas avoir l'air arrogant et trop sûr de lui, ça pourrait lui coûter des points. Et les attaques portées contre lui sont-elles les bonnes? Vous l'avez dit, François Fillon qu'il surnomme Emmanuel Hollande, en gros l'héritier de François Hollande. Marine Le Pen qui le qualifie de big chouchou, candidat du système, la gauche qui dit que son parti est devenu une maison d'hôtes. Oui, ce sont les bonnes attaques? Oui, je pense que ce sont des bonnes attaques. Je ne sais pas si elles porteront. Pour l'instant, elles ne portent pas. Donc, vous pourriez dire qu'elles sont mauvaises. Mais pour l'instant, aucun angle n'apparaît dans cette personnalité qu'il a réussi à rendre à la fois brillante et lisse. Moi, je dirais que celui qui a beaucoup à perdre demain, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon, qui est sur une pente ascendante très importante et qui est évidemment un tribun exceptionnel, il l'a montré encore ce week-end à Châteauroux, qui aime pouvoir développer son talent sur des périodes assez longues. Ils seront 11, dont 6 qui doivent absolument montrer qu'ils existent et qu'ils ont un programme à défendre. Ça laissera peu de place au tribun pour s'exprimer et je ne suis pas sûr que ce soit très profitable pour lui. Eh bien, ça tombe bien parce que la porte-parole du tribun, la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon sera notre invité dans moins de 20 minutes sur Europe 1. Merci beaucoup David Docamp d'Europe 1, Nicolas Bétou de l'Opinion. Et je me tourne maintenant vers vous, François Clémenceau du JDD. Bonsoir François. Bonsoir. Alors, on va reparler du Brexit. Pourquoi? Parce que le Brexit, il y a un autre casse-tête qu'on n'avait pas encore beaucoup évoqué depuis que les autorités européennes ont affirmé que l'Espagne devrait avoir un droit de veto sur le sort de Gibraltar dans les négociations entre le Royaume-Uni et Bruxelles. Eh bien, la classe politique britannique est furieuse. Elle parle même de conserver son enclave par la force s'il le faut. Oui, c'est toujours assez incroyable de voir comment les esprits peuvent s'enflammer, s'échauffer lorsqu'on discute de ce qu'on appelle les confettis d'un empire. Theresa May vient de dire effectivement que Londres défendrait jusqu'au bout ce territoire à l'extrême sud de l'Espagne, mais ses lieutenants et alliés conservateurs sont allés bien plus loin en rappelant par exemple que Margaret Thatcher avait envoyé la flotte et la troupe pour défendre ces îles lointaines des Falklands face aux Argentins qui, vous le savez, eux les appellent Malouines. Alors il faut rappeler tout de même ce que c'est que Gibraltar, un caillou de moins de 7 km², peuplé de 30 000 habitants seulement, possession du Royaume-Uni depuis près de 4 siècles. Ce n'est plus le grand chantier de construction navale que c'était dans les années 60, ni le paradis fiscal qu'il est devenu dans les années 80, mais les Britanniques y font aujourd'hui prospérer une industrie de services importante et y stationnent aussi des forces spéciales ainsi qu'une base militaire, évidemment très pratique pour la flotte britannique en Méditerranée. Alors François, on peut comprendre que Londres veuille garder Gibraltar, sauf que le Brexit justement change la donne. Oui, ce qui change, c'est qu'à partir du moment où l'Espagne, qui est membre de l'Union européenne, réclame, on le sait, depuis des décennies, le retour de ce territoire dans sa zone de souveraineté et que 10 000 Espagnols se rendent chaque jour dans l'enclave pour y travailler, Madrid demande donc assez logiquement à avoir un droit de regard, mais aussi un droit de veto sur tout ce qui sortira des négociations du Brexit en ce qui concerne Gibraltar. Quel statut, quel droit va s'y appliquer, celui de Londres, celui de Bruxelles, quelle relation avec l'Espagne dès lors que Gibraltar n'appartient plus à l'Union européenne. Bref, on est dans une sorte de querelle qui peut nous paraître totalement minuscule, ridicule même, mais qui en dit long sur ce que sont les Britanniques et surtout sur la complexité européenne. On l'avait compris lorsqu'on discutait de la frontière, vous le savez, entre l'Irlande et l'Ulster, pour l'Écosse naturellement avec le référendum, mais là on voit bien que Gibraltar, c'est une illustration de la difficulté du Brexit. Mais quand même personne n'imagine bien sûr une nouvelle guerre entre l'Angleterre et l'Espagne. Non, mais bien sûr qu'on ne peut pas imaginer une guerre entre deux pays, surtout que ce sont deux membres de l'OTAN, mais on peut imaginer des bras de fer qui peuvent aller assez loin en cas de désaccord. On se rappelle par exemple qu'à la fin des années 60, Franco avait bloqué les 1600 mètres de frontière terrestre entre l'Espagne et Gibraltar et le contentieux n'avait été résolu que 17 ans plus tard. Et pendant tout ce temps-là, les Britanniques avaient ravitaillé Gibraltar par la mer et par voie aérienne. Alors, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai que définitivement Gibraltar est une épine de plus dans les escarpins de Theresa May. Ah, les escarpins de Theresa May. Merci François Clémenceau du Journal du Dimanche. Merci à nos 3 éditorialistes. Dans un instant sur Europe 1, les médias, le ZAP et Nicolas Canteloup. À tout de suite. Europe Soir.